Chers amis, message très important avant de commencer cet entretien avec Pierre de Brague. Je vous mets le lien en description de son nouveau livre, Dictionnaire de conscience révolutionnaire, la fin de la culture bourgeoise. N'oubliez pas qu'en soutenant Pierre de Brague et Contre-Culture, vous me soutenez aussi et vous soutenez la chaîne. Donc le lien est en description et bonne vidéo. Monsieur Pierre de Brague, c'est un honneur de le recevoir. On le reçoit évidemment pour la sortie de son nouveau bouquin, que j'ai d'ailleurs juste là, Dictionnaire de conscience révolutionnaire, la fin de la culture bourgeoise. Alors il est à l'envers sur la caméra, je suis désolé les gars. J'espère que Pierre ne m'en voudra pas. Eh bien justement, voilà, Pierre, je vais vous laisser vous présenter à ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, ou même, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite piqûre de rappel, et puis peut-être introduire aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Oui, salut Kentra, on me voit là, on me voit bien? On vous voit parfaitement. Oui, tu peux me tutoyer, hein, ça va, hein. Ok, ouais, allez, c'est parti. Non, mais il faut que ça soit à la cool quand même. Ouais, bah salut tout le monde, salut les jeunes, hein, parce que là je me sens comme un boomer sur Twitch, hein. Dépucelage de Twitch Ah pour ouais, ouais, Pierre. c'est Eh dur. oui. C'est Ah dur là pour... là. C'est difficile pour moi parce que Twitch, je vois ça un peu comme c'est un peu un refuge de jeunes. Je sais pas, vous êtes un peu une sorte de communauté séparatiste, loin des adultes, loin de la politique. Alors apparemment, toi, t'essayes de mettre ton grain de sel dans cette matrice. Et donc voilà, bah, je vais essayer modestement de réussir à m'adresser à cette communauté de jeunes. Peut-être que tu vas m'aider, tu vas me guider. Ouais, D'ailleurs, c'est un peu le but du bouquin, enfin on y reviendra quoi. Voilà, comment parler aux jeunes qui se refusent peut-être potentiellement d'ailleurs à la politique. Bon, on discutera peut-être de ça tout à tout à fait. l'heure. Alors tu veux que je me Exactement. présente? Ouais, voilà, un petit peu, qu'est-ce que tu fais notamment au sein de ER actuellement? Bah, déjà, je voudrais dire que vous êtes des salauds quand même, les youtubeurs. Voilà, tu es un twitcher parce que j'ai remarqué que vous demandez toujours à l'invité de se présenter lui-même. Alors que normalement, le travail d'un vrai journaliste, c'est quand même de dire, bah voilà, vous avez fait ci, vous C'est avez ouais. fait ça. Et j'ai remarqué tous les youtubeurs, vous êtes tous des feignants, il n'y en a aucun qui fait des recherches. Et alors, et toi, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent C'est vrai. C'est vrai. pas? Ouais, franchement, ouais, ouais, bon, bref, donc je vais jouer le jeu quand même. Alors, je vais pas donner de détails sur ma vie privée, mais Ouais, alors, Pierre de Brague, je dirais militant politique, auteur contre-culture, pour faire très simple. Après, si tu veux un peu plus d'infos et aussi pour tes viewers, ouais. les gens pensent que généralement que je viens d'un milieu royaliste, un peu de droite, parce Ouais. que j'ai mis une particule à mon nom, mais en fait, il faut savoir que c'est un pseudo. Voilà. Et donc, moi, je viens d'un milieu populaire. Voilà, il y a eu une petite confusion quand j'ai apparu pour les premières fois sur les écrans d'Internet. On a cru que j'étais un militant de l'Action française, un royaliste, parce que je parlais un peu de Maurras, tout ça. Mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas mon idiosyncrasie. Et puis après, pour faire court, donc voilà, j'ai milieu populaire. J'ai découvert Alain Soral à peu près à 18 ans, en lisant Misère du désir. Donc ça, c'est sur à peu près en 2004. Et puis, bah, à partir de ce moment-là, j'avais quand même déjà lu avant quelques textes un peu, je dirais un peu subversifs, un peu de Marx, voilà. Je me cherchais un peu. Et c'est quand j'ai lu Alain, quand j'ai découvert Alain, bah, j'ai acheté ses ouvrages, je me suis plongé dans le monde de la pensée. J'ai été chercher un peu bah, partout, à droite, à gauche. Alain de Benoît, je me suis très vite abonné à Éléments, etc. Et puis, bah, j'ai suivi l'évolution d'Alain. Donc, j'allais sur. C'était pas les débuts d'Internet, mais pas loin quand même pour nous, hein, parce que C'est vous ça. êtes jeunes, on ne connaissait pas tout ça. Mais voilà, les années 2004-2005, on allait sur des forums. Donc, il y avait le forum du site d'Alain Soral. Et on suivait un peu ses pérégrinations. Et puis, en 2007, ER a été créé. Donc là, c'était quelque chose. D'ailleurs, en 2007, c'est là que j'ai rédigé mon mémoire sur le cercle Proudhon, voilà, qui était D'accord. ma précédente publication chez Contre-Culture. En fait, c'est un truc que j'ai rédigé quand j'avais 22, 23 ans, que j'étais à la fac, en sciences politiques. Voilà, et en fait, ça a été publié quelques années plus tard par Contre-Culture. Mais D'accord. le moment où je l'ai écrit, voilà, c'était ça. Et c'était l'année de la création d'égalité et réconciliation. Donc, j'ai suivi l'évolution de R. Et pour faire court, je suis devenu militant officiellement en 2012, je crois, Ok. militant de R. Donc moi, là, à ce moment-là, j'étais à Lyon. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est pour la petite histoire, c'est que en fait, c'est un ami proche
à qui j'avais fait connaître à Alain Soral, on peut le dire comme ça, hein, je pense qu'il se reconnaîtra, qui lui s'est jeté dans le militantisme avant moi en fait. Mm. Et donc il est allé militer à Lyon, il y avait très peu de gens à l'époque, et puis finalement, bah, par son biais, je suis devenu militant aussi. Et puis après, c'était les grandes années de R, hein, 2012, 2013, 2014, Ouais. avec Valls, Lachenel, Dieudonné. Voilà, c'était la folie. Donc là, il a commencé à avoir beaucoup de monde. Et c'est en 2014 que mon mémoire donc, sur le cercle Proudhon a été édité chez Contre-Culture. Et à ce moment-là, je suis devenu un auteur Contre-Culture. Donc j'étais un militant politique, devenu auteur Contre-Culture. À côté de ça, bah, j'ai milité comme je montrais ma gueule avec la sortie du bouquin, bah, j'ai commencé à faire des conférences. Du coup, j'ai commencé à faire des reportages aussi, des petits reportages de rue. Donc, Mm. à l'époque, j'ai fait du Vincent Lapierre Ah, en même temps que Vincent Lapierre. Ouais, ouais, ouais. Et excellent. bon, moi, j'ai assez vite arrêté, mais voilà, on a fait rien ensemble. J'étais pas loin d'être le premier hein, là-dessus. D'accord. Euh, et puis bah, je me suis professionnalisé. Je suis vraiment devenu. Enfin, j'ai intégré la rédaction de R en 2016. Donc à partir de ce moment-là, voilà, encore une fois, j'étais un professionnel et je suis devenu rédacteur en chef de R en 2018 et ce jusqu'à 2023. Et 2023, pour diverses raisons, j'ai passé la main de la rédaction en chef du site R à Monsieur Corias, que les gens connaissent bien. Et je me consacre en partie voilà, à la sortie de mon bouquin, à la promotion et à la représentation sur différentes plateformes, dont la tienne. Et puis on verra si j'ai d'autres invitations plus tard. Exactement, bah, très bonne introduction. Un beau parcours, un beau parcours. Et ça fait un peu le bonhomme que tu es aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Alors, on va passer bah, tout de suite aux premières questions. Je propose évidemment. Donc, je vais remontrer évidemment ce magnifique bouquin, voilà, que vous pouvez vous procurer. Alors, je crois que Progresso n'est pas là ce soir, c'est mon modérateur, mais malheureusement, il n'est pas là, il ne pourra pas mettre le lien. Mais si certains petits malins peuvent… Ah, quoique, je ne sais pas si vous pouvez mettre des liens si vous n'êtes pas modérateur, mais c'est pas grave. On vous mettra un lien pour la rediff au pire des cas ou sous les tweets. On verra comment on se prépare. Donc, première question. Justement, tu viens de sortir un livre, donc Dictionnaire de conscience révolutionnaire, la fin de la culture bourgeoise. Oh, il l'a en plus, c'est magnifique. Alors justement, quel message tu veux véhiculer avec ce livre? Bah, déjà, je suis content de m'adresser potentiellement à un public de jeunes, même si tout est relatif sur Internet, parce que c'est un bouquin que j'ai conçu en partie pour les jeunes. Parce que si tu l'as feuilleté, voilà, c'est quelque chose qui est assez pédagogique. Le principe du dictionnaire est assez pédagogique, assez simple d'accès. C'est quand même l'idée d'avoir, je te dis, en une page et demie maximum, en gros, je ne sais même pas s'il y a un portrait qui fait plus de 2 pages, peut-être celui de Maurras. En gros, au maximum 2 pages, tu as un condensé d'informations que je revendique subversives sur les auteurs les plus importants de la pensée occidentale. Et donc l'idée, c'était vraiment de donner des armes à des jeunes militants, bon, des jeunes qui s'intéressent à la politique et à la philosophie, on va dire, mais des jeunes militants voilà, qui se posent pas mal de questions sur ce que j'appelle moi ces autorités culturelles. Et bah, ils ont ici un objet pratique, c'est-à-dire qu'ils peuvent puiser dedans à leur bon vouloir. Et puis je te dis, ça prend quelques minutes en vrai. C'est-à-dire, tiens, tu ne sais pas quoi penser d'Anna Arendt ou d'Emmanuel Kant. Tu es un jeune de 20 ans, tu découvres un peu. Bon, tu lis une page et demie, ça t'a pris 5-10 minutes. Et je pense avoir fait un travail de synthèse et de clarté assez conséquent. Voilà, je peux m'en vanter. Et en quelques minutes, voilà, tu as un condensé, tu as une vision, tu as une grille de lecture que je revendique révolutionnaire. Bon, le terme est un peu pompeux, on en reparlera, mais voilà, qui s'inscrit dans une filiation. Il y a un vrai parti pris et c'est une grille de lecture que je défends et que je considère utile. Voilà, que je considère utile. Et c'est le livre que j'aurais voulu avoir, moi, quand j'avais 20 ans, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est souvent ça, d'ailleurs, t'écris le livre que tu aurais voulu lire Mm. quand tu as 20 ans, tu vois. Et moi, à 20 ans, j'aurais voulu avoir sous la main ce petit bouquin qui me dit, tiens, Heidegger, j'en entends parler, machin, Hegel, mais je sais pas, tu vois, Socrate, Ouais. à moins que tu fasses des études de philo, machin, sinon, tu vois, tu connais pas.
Et ben, j'aurais voulu avoir cette porte d'entrée et c'est plus qu'une porte d'entrée parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, c'est pas du Wikipédia. C'est C'est pas du ça. Wikipédia, Mm. c'est pas de la philosophie pour les nuls. C'est vraiment pas ça. Un- un- il y a vraiment un parti pris. C'est une grille de lecture assez radicale malgré les apparences, mais qui se veut cohérente tout au long de l'ouvrage et qui permet voilà, qui permet d'appréhender les véritables enjeux, à mon sens, culturels, politiques, voilà, même économiques et sociaux, métaphysiques, voilà. Donc, il y a un peu tout ça dans cet ouvrage et j'espère que ça servira. Après, le bouquin est précédé, pour ceux qui veulent aller plus loin, le dictionnaire est précédé d'un essai Mm. qui est un essai synthétique qui fait peut-être, je sais pas, une petite trentaine de pages, voilà, qui fait un peu qui fait le tour de tous les portraits et qui les lie entre eux, si tu veux. Parce que l'idée du dictionnaire, c'est que là, tu prends un portrait, puis tu en prends un autre. Bon, après, il peut y avoir des rebonds. Par exemple, tu vas lire le portrait de Kant, ça va t'amener à lire le portrait de Schopenhauer, le portrait de Schopenhauer va t'amener à lire le portrait d'Hegel, mais tu n'es pas obligé de faire ces liaisons. C'est Ouais. mieux si tu fais ces recoupements, et il y a des rebonds, mais tu peux, voilà, tu peux en lire un, et puis en lire un autre qui n'a rien à voir, et voilà. Mais en vrai, il y a une trame, il y a un fil rouge, et pour aller plus loin, pour découvrir ce fil rouge, eh ben, on peut lire l'essai qui précède le dictionnaire, qui s'appelle La fin de la culture bourgeoise, et qui donne, à mon sens, la vraie narration à suivre. Et encore une fois, c'est une grille de lecture assez radicale que je revendique, et puis qu'on explicitera peut-être ensemble dans la discussion, quoi. Bah, c'est vrai que moi, en plus, le livre, j'ai lu d'une traite pour les besoins de l'émission, mais c'est vrai que je pense que je ferai une relecture avec vraiment les penseurs qui m'intéressent le plus, en commençant peut-être par les penseurs grecs, Schopenhauer, je suis un fan de Schopenhauer, donc pareil, parce que là, j'ai tout lu d'une traite, mais c'est vrai que, comme tu le dis, c'est un livre qui peut se lire, on peut prendre hop, au hasard un, puis 10 pages plus tard, en prendre un autre. C'est vraiment notre bon vouloir, quoi, c'est ça, hein. C'est ça, je te dis, hein, c'est objet militant, objet pratique. C'est ça. Je sais que qui s'adressent qui s'adressent en priorité aux militants et aux jeunes, je sais que les gens ont plus le temps, tu vois, les gens lisent Ouais, pas. c'est ça. Je vais pas leur chier un bouquin de 500 pages, une encyclopédie, je sais pas quoi. Déjà, moi, je sais pas, je pourrais pas le faire, mais j'aurai encore moins de lecteurs, tu vois, si tant est que j'espère que j'aurai des lecteurs avec cet ouvrage. Mais moi, j'ai vraiment conçu ça par rapport à la période actuelle aussi. C'est-à-dire, on est en 2023, les gens, ils sont sur Internet, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont un temps de cerveau disponible C'est hyper ça. faible. Bon, de temps en temps, quand ils veulent aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur et arrêter d'être totalement débiles, eh ben, ils peuvent prendre ce bouquin en porte d'entrée et ça les poussera peut-être à aller encore plus loin et lire d'autres Tout à fait, ouvrages ouais. chez Contre-Culture. Ou moi, j'ai une biographie sélective à la fin. Voilà, tu peux affiner ta culture de gauche révolutionnaire avec ces bouquins. Tu vois, tu vas lire du Kluskar, tu vas lire du Sorel, tu vas lire du Proudhon, tu vas lire du Bert, tu vas lire du Costanzo Prévé, tu vas lire du Garaudy, tu vas lire du Lefebvre, etc. Évidemment, il y a Soral, il y a Félix Nietzsche. Voilà, j'ai dit, c'est une porte d'entrée. Et, moi, je pense que ça peut faire du bien aux jeunes et aux moins jeunes parce que c'est bien beau de se palucher sur les réseaux sociaux, comment dire, dans l'hyperactivité, tu vois, où tout va très vite, tout est éphémère, tu balances des trucs, tu réfléchis même pas à ce que tu dis et puis tu vas jamais en profondeur. Mais de temps en temps, ton cerveau il s'arrête et dit ah tiens, Kant, j'en ai déjà entendu parler, Ouais. qui c'est, tu vois? Parce que je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils savent même pas qui c'est, Althusser ou peut-être d'ailleurs tu pourrais me dire, toi, alors bon, après toi, tu es, peut-être un cas parce que tu es dans la politique, mais combien de noms un jeune de 20 ans qui sont dans le dictionnaire connaît, tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait, ouais. Ça reste très Ouais, je limité sais pas, pour un jeune, ouais. ils connaissent peut-être deux noms, ils connaissent peut-être Marx, Ouais, Marx. Nietzsche, tu vois. Bon, voilà, ils ont entendu parler de Socrate, Platon, Ouais, au lycée, tout ça, en philosophie, on étudie Platon, les trucs comme là, au ça, mais lycée. sinon, ouais. Mais le reste, enfin, tu vois, le reste, je suis pas sûr qu'ils. Enfin, Ah, c'est clair. Ouais.
Tu pourrais faire un micro-trottoir, tu vois, t'arrêtes des gens dans la rue, tu vois, qui est Heidegger? Excellent. Alors, on va passer à la deuxième question. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat. On fera une petite séance questions-réponses, voilà, peut-être à la fin si on a un petit peu de temps. On donnera un petit peu de temps à la plèbe. Alors, moi, je voulais passer à la deuxième question. Donc, page 39. Dans un chapitre intitulé La décadence de la culture bourgeoise, tu écris le rapport de domination entre la culture bourgeoise et le capitalisme s'est officiellement inversé le 2 décembre 1851. Le coup d'État de Napoléon III, en violation de la constitution d'une deuxième république, dont il était le président depuis sa proclamation en 1848, marque en effet l'ouverture d'une ère plutocratique que l'on pourrait considérer comme étant symptomatique du ralliement de la bourgeoisie au temps capitaliste après sa tentative démocratique. Et justement, dernièrement, tu accusais aussi les conservateurs d'être un petit peu hypocrites par leur soutien incohérent à Napoléon. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, voire accentuer sur ce tournant historique? Ah, c'est la grande question, là. Je vais encore me faire des ennemis. Parce que si tu as Ouais, remarqué sur X, anciennement Twitter, là, ça se déchaîne pas ouais, mal. ouais. Alors déjà, je peux expliquer pourquoi je suis un taquin maintenant et je joue le jeu sur X, parce que avant, j'avais pas vraiment le temps de m'y consacrer. Et maintenant, c'est vrai qu'avec la sortie du livre, bah, j'ai décidé de défendre mon bout de beefsteak, comme on dit. Et donc, je suis plus présent sur les réseaux sociaux. Je commence à faire des petits shorts. Je me force. Je me force. Et bon, voilà. Et je me prends effectivement, parce que sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est épidermique. Voilà, Hmm, c'est éphémère, c'est épidermique, les mecs réagissent direct, et là j'essaye d'injecter un peu de fond, mais tout en gardant un côté humoristique. Alors tout le monde ne comprend pas, parce que voilà, les mecs ils disent le truc très vite fait, ils disent ah l'enculé, il nous défie, c'est ça. il nous provoque. Bon, après, moi je pars du principe que X, Twitter, là, c'est un peu une arène. Pour moi, tu vois, c'est un peu, t'es obligé de faire de la provocation, pas de troller, mais t'es obligé d'envoyer un peu du pâté, quoi. Tu vois, sinon tu te fais pas connaître non plus. Donc j'ai un peu joué ce jeu-là, et c'est vrai que ça a piqué pas mal sur Napoléon, Ouais, c'est euh, clair. Avec le notamment, film en plus. notamment avec le film que j'ai vu. Ah, Donc ouais, ouais, je me suis déplacé. Donc là, mon prochain short d'ailleurs porte là-dessus. Donc je pourrais te parler de bon, mes modestes impressions du film. De toute manière, ça recoupe avec ta question. ouais. Et ben, par rapport à ce que tu as lu et par rapport à ta question, effectivement, c'est la question, c'est l'accusation que je porte auprès du conservatisme. Alors, la question, en fait, je pose la question aux conservateurs et je leur dis, mais que souhaitez-vous conserver? Parce qu'en fait, voilà, vous nous rebattez les oreilles du conservatisme, mais quelle est la conservation dont vous parlez? Et si la conservation dont vous parlez, c'est l'épopée napoléonienne, eh ben, je vous mets en garde parce qu'il y a quand même pas mal de contradictions avec vous les conservateurs, avec soi-disant vos fondamentaux. Parce que de mon point de vue, l'épopée napoléonienne, bon, c'est ce que j'expliquais brièvement le jour, de mon point de vue, l'épopée napoléonienne, en dehors de sa grandeur militaire, à ce à quoi ils s'arrêtent la plupart du temps assez béatement, les conservateurs droitards, de mon point de vue, une fuite en avant de la Révolution française. C'est la fuite en avant de la démocratie libérale issue de la Révolution française de 1789, qui est elle-même le fruit d'une montée en puissance de la bourgeoisie capitaliste à travers l'histoire. Et ça, c'est tout un pan du bouquin. Et, euh, et donc Napoléon, de ce point de vue-là, n'était simplement qu'une épée, hein, c'est ce que je dis. Voilà, je dis pas que lui-même était un va-t-en-guerre comme on me l'a reproché, mais je veux dire, il a été mis là justement pour mener une guerre une sorte de guerre sainte, hein, d'ailleurs, hein, une guerre de libération de l'Europe des tyrans. Des monarques féodaux qui n'avaient pas accès à la bourgeoisie, enfin pas accès à la démocratie bourgeoise française. Et je dis, bah, c'est bizarre, les gars, parce que vous êtes des conservateurs, mais vous êtes en train de vous ranger derrière un mec qui a foutu une merde pas possible en Europe et qui a mis à bas, enfin, qui a tenté de mettre à bas et qui a mis à bas l'Europe traditionnelle que, soi-disant, vous aimez. C'est-à-dire Ouais. l'Allemagne féodale, la Russie tsariste. Normalement, c'est eux que vous devriez défendre.
Parce que l'Allemagne, elle était encore de droit divin hein, à cette époque-là. Hein. Donc normalement, vous devriez être du côté, vous, les conservateurs, monarchistes, royalistes, je ne sais pas quoi, de l'ancien régime, bah, vous devriez être de ce côté-là et pas du côté de l'impérialiste Napoléon, qui a foutu une merde pas possible en Europe, parce que c'est ça le fond, c'est que les Français, la bourgeoisie française, et encore plus par l'épopée napoléonienne, a foutu une merde pas possible, tu vois, une merde pas possible en Europe, qui trouvera son point, alors c'est plus compliqué que ça évidemment, mais qui trouvera son point d'acmé en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Et pour moi, c'est un peu, la Première Guerre mondiale, 1914, c'est un peu la même dynamique, c'est-à-dire que c'est une alliance des bourgeoisies européennes contre en grande partie contre l'Allemagne féodale encore monarchiste, tu vois. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, la démocratie bourgeoise vous apporte la lumière, un peu à la manière dont George Bush apportait la lumière démocrate aux Irakiens, tu vois. Bah, il y avait un peu ce côté-là dans l'épopée napoléonienne, tu vois. Il faut libérer l'Europe, il faut apporter les lumières, voilà, les lumières. Et donc moi je trouve qu'il y a pas mal de contradictions avec le discours conservateur notamment de ce point de vue-là, et en plus, parce que la période napoléonienne, c'est une période de chaos, c'est une période de chaos géopolitique, politique, économique, au niveau français et même au niveau européen, et je ne vois pas pourquoi on se réclamerait de cette période comme si c'était la panacée absolue et le rêve pour tout Français, quoi. Alors, après, je comprends que les droitards soit émerveillé par, je t'ai dit, par la grandeur militaire. Mais Ouais, on ne c'est fait pas sûr. une civilisation avec la grandeur. On ne fait pas une civilisation avec la grandeur militaire, tu vois. Donc ça repose, et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin, c'est qu'une civilisation, ça repose sur d'autres fondamentaux plus profonds. Et la civilisation européenne, et ça c'est l'apport du livre, la civilisation européenne a eu le choix de ses fondamentaux à travers l'histoire. Il y a eu tout un tas de moments décisifs, de virages qu'elle a pu prendre, de choix qu'elle a dû faire. Et malheureusement, la civilisation européenne, qui est aujourd'hui une plutocratie capitaliste, a préféré souvent faire un choix, à mon sens, litigieux, délétères. Et ces choix délétères, souvent, les conservateurs s'y sont ralliés. Et ainsi de Napoléon III, par exemple. Parce que là, tu citais au début de la question, là, tu me parlais de Ouais. Napoléon III, le coup d'État du 2 décembre 1851, effectivement, le début du Second Empire. Et ben pour moi, c'est le début du règne de la plutocratie, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que Napoléon III et le Second Empire? C'est une dictature, mais c'est une dictature libérale. En fait, c'est le début de la prise de pouvoir du capitalisme financier sur la France, le coup d'État de Napoléon III et le Second Empire. Donc, je comprends aussi qu'on puisse focaliser sur il nous faut un homme fort comme l'était Napoléon III, c'était la dictature, mais au moins ça filait droit, etc. Mais il faut voir ce que sont les réalisations en termes économiques et sociaux sous Napoléon III. Et moi, je vous le dis, je le Ouais. développe dans le livre, c'est aussi une période d'épanouissement capitaliste et du capitalisme financier. Déjà, rien qu'à voir les travaux qui ont été faits à Paris à cette époque, j'en parle aussi dans le bouquin, tu vois, avec Haussmann et compagnie. Et cette dictature libérale qui nous fait furieusement penser à Macron, hein, sous Napoléon III, et ben, le clergé, l'armée, comment on dit, la magistrature, ben, tous ces pans qui étaient de droite à l'époque se sont ralliés à cette dictature. Tu vois? Donc, Ouais, c'est ça. moi, je dis attention, les conservateurs, parce que souvent, vos fondamentaux sont un peu bizarres et vous tombez dans des pièges. Et 1914, Première Guerre mondiale, les Maurassiens, l'Action française, ben voilà, ils se rallient à l'Union sacrée contre les Allemands, parce qu'il faut savoir que Maurras est un anti-germaniste radique, détestait les Allemands plus que tout. Et il n'a pas hésité alors que soi-disant c'était un conservateur anti-bourgeois, mais il a pas hésité à se rallier à l'entente. Et l'entente, c'était la France, la Grande-Bretagne, c'était les premières puissances capitalistes et bourgeoises d'Europe, tu vois. Donc pour moi,
les droitards conservateurs, voilà, il y a quand même ces problèmes qui après se retrouvent même, si tu veux, des exemples plus concrets, tu as Sarkozy, tu vois. Ouais, Sarkozy, tu vois, c'est pareil. C'est tous les droitards conservateurs, ils se sont ralliés derrière Sarkozy en c'est 2007. ça. Parce que c'était l'homme de droite, c'était l'homme qui allait remettre de l'ordre, mais en fait, c'est toujours la même carotte, tu vois. C'est Il leur ça. met un peu un drapeau français, un peu de Jeanne d'Arc et je sais pas quoi, et Faudel qui chante la Marseillaise. Et puis les mecs, ils se mettent tous au garde à vous. Tu vois, ils en Ouais, peuvent plus, quoi. Et même avec Macron, pour moi, c'est pareil. Tu vois, c'est que en dépit de leur opposition, soi-disant, à Macron, moi, je les trouve pas si, les droitards, je les trouve pas si hargneux envers Macron, tu vois, sur les questions fondamentales, tu vois, sur la réforme des retraites, par exemple, ils étaient plus du côté de Macron que de l'autre côté, les droitards conservateurs. Tu vois, il y a des trucs, Macron, il sait très bien jouer à droite, à gauche, il leur balance un peu de la loi immigration, il leur dit il leur agite deux, trois trucs. Et puis les droitards, ils foncent comme des cons. Tu vois, ils c'est ça. foncent. Ah ouais, Macron, finalement, il n'est pas si mauvais. C'est quoi le truc qu'ils disent tout le temps? C'est nos idées sont passées auprès de Macron. Ils espèrent toujours que Zemmour va chuchoter à l'oreille de Macron. Et Macron, il peut durer encore 10 ans, hein, avec des gens aussi Ouais, bêtes. avec des naïfs. Ouais. Ouais, 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 mais tu vois, c'est grave, tu vois. Après, bon, voilà, moi je l'avais précisé sur Twitter, encore une fois, les droitards, faut pas qu'ils le prennent mal. C'est-à-dire que justement, c'est une petite. On remet les pendules à l'heure. Je veux dire, faut pas qu'ils prennent tout mal parce qu'on leur dit que Napoléon, c'est pas le héros, c'est pas leur héros à eux, ou que ceci ou que cela, ou je sais pas, ou même avec le conflit israélo-palestinien, plein de droitards qui sont sur des positions très sionistes, alors qu'en réalité, le vrai combat se passe de l'autre côté. Plein de prises de position comme ça qui fait que les droitards, encore une fois, on vous corrige, mais c'est parce que vous êtes déjà que vous êtes plus ou moins de notre camp. On essaye toujours de vous remettre un petit peu sur le droit chemin parce que des fois vous déviez un petit peu vers un extrême qui n'est pas forcément le meilleur. On venait de finir sur le thème de Napoléon, donc de l'ère napoléonienne, parce qu'on ne parlait pas que de Napoléon Ier, notamment avec le film et les droitards aussi, voilà. Donc faut pas vous en vouloir à vous-même ni à nous si des fois on vous met des petites, enfin vous, moi je fais rien du tout, hein, mais voilà, si vous prenez des petites gifles des fois, disons que ce sont des rectifications pour vous simplement, hein, pour éviter de paraître, pour être dans l'erreur, disons. Donc je voulais qu'on passe à la troisième question. Ouais, mais ce qui, Qui m- ce cons- qui m'embête, Ouais, tu m'entends? Ouais, ce qui m'embête avec les droitards, ouais, vas-y. euh, ce qui m'embête avec les droitards, c'est que dans la sphère, la néosphère dissidente sur Internet, Ouais, au sens très large, et ben comme ils ne se sont pas fait striker pour la plupart, ils ne se sont pas fait striker de YouTube, ils ont des connexions plus ou moins profonde avec les médias dominants, hein. Je parle, tu vois, là, on peut parler de l'émission d'Hanouna, on peut parler de Valeurs Actuelles, on peut parler de Causeur, d'Elisabeth Lévy, de machin, de CNews, de Pascal Pro. ouais, Ils ont quand même leur tête là-bas à la marge. Bah, dans la fausse sphère dissidente, finalement, ils prennent pas mal de place, quoi. Tu vois, donc ouais. c'est ça qui m'embête et c'est aussi pour ça que je mets un peu plus les pieds dans le plat, pas forcément parce que je pars c'est pas une croisade anti-droitard absolue, tu vois, j'ai autre chose à foutre, mais force est de constater qu'ils prennent beaucoup de place, on les entend beaucoup, et parfois, bah, c'est bien de réagir, tu vois, et au moins de faire valoir un autre point de vue. C'est ce que j'essaye de faire avec le bouquin d'ailleurs. C'est ça, exactement. Alors justement, en parlant du bouquin, il y a plus de 51 penseurs et personnages politiques, donc tu fais la synthèse et l'approfondissement. Quel est le ou les incontournables selon toi et pourquoi? Bah, c'est subjectif. Moi, je pourrais te dire mon portrait préféré, je pourrais te dire mes auteurs préférés. Bon, je Ouais, sais pas si c'est plus important, ça dépend un peu. Parce que je peux dire pour le public, c'est qu'on a plusieurs grands ouais. C'est-à-dire qu'on a les marxistes au sens large, hein, au ouais, sens très large, c'est-à-dire les penseurs socialistes. Tu vois, on a du Bakounine, on a du Kropotkin, on a du Marx, on a du Proudhon, on a du Sorel, on a du Lukács. Voilà, il y a une petite famille là. On a les religieux, tu vois, on a, ouais,
On a les religieux, donc on a Loyola, on a Saint-Augustin, on a Saint-Augustin, on a Cornelius Janssen, on a Martin Luther, on a Jean Calvin, tu vois, voilà, donc c'est une famille aussi. Après, on a les conservateurs, tu vois, on a Maurras, on a Comte, voilà pour moi qui est un conservateur. Et puis, on a les postmodernes, tu vois, les Derrida, les Deleuze. Enfin, je dis les postmodernes hein, pour faire des grandes familles, tu vois, entre les Derrida, les Deleuze, les Althusser, etc. Tu vois, donc, après, et puis, on a même les militants communautaires un peu durs, tu vois, genre Hannah Arendt, Lévinas, etc. Donc, bon, il y a plein de. Tout le monde peut y trouver. Comment dire, à son goût, peut trouver un portrait à son goût. Après, moi, je t'avoue que mon portrait préféré, c'est certainement celui de Lénine. Voilà, c'est par rapport à ce que représente Lénine et par rapport à ce que je décris par la problématique du bouquin, je pense que le portrait le plus important, c'est peut-être celui de Hegel. Parce que Hegel, Ok. c'est le pivot. C'est le pivot absolu entre ce que je présente dans l'essai. C'est entre l'ancienne métaphysique et la nouvelle métaphysique, bah, c'est lui qui crée, si tu veux, la rupture, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment le plus important pour toi. Alors justement, dans les penseurs, à un moment, tu parles beaucoup de certains penseurs grecs. Et justement, ton livre s'intitule Dictionnaire de conscience révolutionnaire. Alors, quel rapprochement on peut faire entre la conscience révolutionnaire, je ne vais pas dire révolution, mais vraiment conscience révolutionnaire, et les penseurs grecs? Bien que derrière conscience révolutionnaire, je pense aussi à la révolution. Bah, c'est vrai que c'est un peu anachronique de parler de révolution et de C'est notre époque, ouais. révolutionnaire quand on parle des Grecs, par Hmm. exemple. Mais si tu veux, la question révolutionnaire, c'est au sens large, bien sûr, hein, c'est posé à eux, et ça c'est un des apports du bouquin aussi, c'est-à-dire que je prends donc les Grecs qui sont traités dans le livre principalement, c'est Socrate, Platon, Aristote, évidemment, hein, plus connu, même si dans l'essai qui précède le dictionnaire, j'en traite d'autres plus brièvement. Mais si tu veux, ils se sont, à leur échelle et à leur époque, ils se sont aussi posé la question de l'organisation sociale. Et ils se Ok. sont posé la question de ce qu'on appelle, appelait à l'époque la concorde. La concorde chez les Grecs, tu vois, c'est la concorde entre les citoyens. C'est-à-dire comment vivre dans une communauté humaine définie de la manière la plus viable possible. Et en fait, malgré les apparences, se pose déjà à cette époque la question de la lutte contre ce que j'appellerais, pour schématiser et au sens très très large, le capitalisme. Le capitalisme, c'est-à-dire non pas forcément le capitalisme financier bancaire comme on pourrait comprendre aujourd'hui, mais c'est plutôt, quand je dis le capitalisme, il faut l'entendre comme ce que les Grecs, justement, le goût pour la démesure. Tu vois, ça, c'est des mots très importants, en fait. Et si tu comprends bien les travaux de Socrate, de Platon, d'Aristote, il y a cette dimension chez eux de lutte contre la dérive humaine, la dérive de la communauté, la dérive de la police vers la démesure, vers ce qu'on peut appeler aussi l'ubris, vers tu vois, ce qui peut correspondre à l'époque chez eux avec le développement du commerce. Parce que dans la Grèce antique, évidemment, hein, à un moment, c'est des paysans. euh, et puis, de plus en plus, il y a des voyages, il y a des échanges, évidemment, avec les guerres et compagnie. Et il y a du commerce qui se développe. Et avec le commerce apporte aussi avec lui son lot de turpitudes et de conséquences sur l'organisation de la cité, tu vois, Ouais. l'organisation politique, sociale de la cité. Et en fait, c'est assez peu connu et c'est assez peu mis en avant. C'est un des apports du livre. Socrate, le premier, s'est posé la question de comment faire pour continuer à bien vivre ensemble, nous, tu vois,
les Grecs, les Athéniens, etc. Alors que il y a des bouleversements politico-sociaux qui arrivent sur nous. Tu vois, et ma thèse, par exemple, sur Socrate, c'est de dire que en fait, c'était un combattant démocrate qui se battait pour plus de démocratie à son époque. Alors c'est un peu surprenant et c'est un peu troublant parce il y a plusieurs lectures qu'on peut faire de Socrate. Alors bon, je vais aller très vite, mais il y a 3 niveaux de compréhension chez Socrate. T'as le mec qui fait des discours dans la rue pieds nus, tu vois, et puis qui relativise un peu tout, et puis tu vois, voilà, tu vois, c'est le point de vue philosophique de base, tu vois, avec sa méthode, la maïeutique et machin, et qui te fait passer pour un con parce qu'il te fait comprendre qu'en fait tu crois que tu connais des trucs mais tu comprends rien à la life. Voilà, et ça c'est le premier niveau sur Socrate. Deuxième niveau, qui est une analyse que j'ai eu longtemps sur lui, c'était de considérer qu'en fait c'était un fouteur de merde qui pervertissait l'esprit guerrier de la cité parce qu'il arrivait avec son blabla en fait et qu'il empêchait les mecs de se concentrer en gros sur le sérieux, c'est-à-dire la défense, la politique et machin. Et ça, c'est un peu la vision nietzschéenne de Socrate, tu vois, ça c'est dans la... Comment ça s'appelle? C'est quoi son bouquin? Les origines de la tragédie, je crois. L'origine de la tragédie, un truc. Enfin, bon, c'est un bouquin de Nietzsche. Et tu vois, il y a un peu ce point de vue où tu te dis, bon, finalement, les autorités en place à l'époque ont buté Socrate, parce que c'est ça quand même, ils l'ont fait s'empoisonner lui-même, donc tu vois, ils l'ont condamné à mort. Et tu te dis, bon, bah finalement, ils ont bien fait, tu vois, parce qu'en fait, ils foutaient la merde partout et ils pervertissaient la cité grecque authentique, tu vois. Donc tu te dis, ils ont bien fait. Donc ça, c'est le deuxième niveau de lecture. Et puis finalement, à force de creuser et en s'intéressant notamment aux travaux de l'un de mes maîtres, donc Costanzo Preve, assez peu connu, un Italien, et ben, je me suis rendu compte que Socrate il n'y avait pas que du baratin chez Socrate, et il y avait quand même pas mal je t'ai dit, démocratiques, ultra démocratiques. Et en fait, il se posait la question de l'évolution de la cité par rapport à ce qu'on pourrait appeler à l'époque la menace crématistique. La crématistique, c'est un peu la dérive économique de l'époque. C'est pas encore du capitalisme, mais si tu veux, c'est la primauté de l'économie sur le reste dans le contexte de l'époque, tu vois. Et Socrate a priori avait bien conscience de ça et se battait avec ses armes et à son niveau pour éviter la centralisation du pouvoir entre les mains de quelques-uns sur le dos du peuple. Et moi, maintenant, mon hypothèse et mon idée, c'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Tu vois, et donc il avait cette dimension un peu révolutionnaire, tu vois, finalement. Ah ouais. Tu vois. Et ça, c'est assez marrant de le mettre en évidence. Et quand tu comprends que Platon, c'est un élève de Socrate, et Platon, en fait, tu peux le lire aussi avec sa grille de lecture, et tu te rends compte que c'est un mec qui lui aussi a compris ce qui était en train de se mettre en place avec le développement du commerce, la centralisation politique, etc. Et qui, parce qu'il avait vu Socrate se faire condamner à mort, a lui aussi tenté d'infléchir la direction prise par la cité grecque, mais avec plus de prudence, parce qu'il s'est dit, bon, Socrate, ils l'ont dézingué, que je fasse gaffe. Parce que Platon, il a fait de la prison, par exemple. Tu vois, et il a été condamné, il a été enfermé aussi parce qu'il y a une dimension, moi j'appelle ça une dimension précommuniste chez Platon, parce que si tu lis bien La République, tu vois, la République de Platon, bah, tu comprends qu'il y a une dimension très, on dirait illibérale aujourd'hui, antilibérale, et il y a une dimension presque communiste, c'est-à-dire il se positionne pour l'abolition de la propriété, tu vois, il est sur des trucs un peu pré-marxistes de ce point de vue-là. Et donc il a ce côté aussi révolutionnaire, mais toujours dans l'idée de on va empêcher la volo, tu vois. Ouais. Et Aristote qui arrive encore après Platon, a vu Socrate donc se faire condamner à mort, a vu Platon finir en tôle, enfin passer du temps en tôle, tu vois. Et Aristote, il arrive, il est encore plus prudent, et donc lui, il va
il va pas se battre pour la démocratie comme le faisait Socrate, mais il va tenter de mettre en place ce qu'on appelle une oligarchie vertueuse. C'est-à-dire, il dit bon, ok, il y a des mecs qui ont pris le pouvoir, c'est une petite élite, mais on va essayer de les faire aller dans le bon sens. Tu vois, et Ouais. c'est un peu le sens des travaux d'Aristote. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant de mettre ça en avant parce que c'est des trucs que tu liras pas ailleurs, tu vois. Et en, en suite un petit peu dissidente de Socrate, on peut peut-être nommer Diogène de Sinope, non? Ouais, après je connais pas les travaux de tous, alors je sais pas si Diogène Moi, j'aime beaucoup Diogène. a cette fibre, je dirais, politique. Ouais. Bah, peut-être pour une version comment dire, étendue Anarchique. de mon bouquin, là, tu vois, non mais je rajouterai des portraits petit à Ouais. petit. Mais c'est vrai que c'est un anarchique, hein, Diogène, hein, le mec se masturbait dans la rue comme ça, pieds nus. Mais il clashait beaucoup de Ouais, bah Platon après, d'ailleurs. voir ce qui. Bon, ils font des trucs un peu, tu vois, ils font des trucs un peu abracadabrantesques, mais il faut voir ce qu'ils essayent de faire fondamentalement. C'est Est-ce que ça. c'est juste pour foutre la merde ou est-ce qu'il y a vraiment une visée? C'est ça, Donc exactement. Ouais. voilà, moi j'ai trouvé que c'était ouais, je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en avant, quoi. Alors, tu cites aussi de nombreux penseurs religieux, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Il y a un passage notamment où je cite l'Église se mettant à autoriser pour les chrétiens les métiers jadis illicites et réservés aux feuges comme ceux de prêteurs à intérêt. Un ajustement théologico-social qui permet à l'Église de se placer en tant que médiatrice dans un système précapitaliste européen. Les commentateurs de saint Thomas d'Aquin confirmeront cette tendance en autorisant l'enrichissement et l'accumulation des capitaux dans les limites de l'honnêteté chrétienne. J'aime bien ce terme, l'honnêteté chrétienne. Alors du coup, que penses-tu de ce rôle qu'a joué l'Église avec ce que tu appelles le précapitalisme qu'elle a grandement introduit à cette époque? Alors déjà, moi j'ai pas écrit, faut que les gens le sachent. Quand même, je me suis pas permis d'écrire en verlan, c'est un bouquin sérieux quand même. J'avoue, c'est moi Bah, qui ai... oui, bah, bon. Euh, bah, c'est une des thèses que je développe dans le bouquin, c'est que l'Église catholique, Ouais, institution papale, a historiquement, de mon point de vue, mais comment dire, c'est un point de vue étayé, et je m'inspire pour ça en partie des travaux de Werner Sombart, je dirais, fortement accompagné, je suis désolé de décevoir certaines personnes, ça a fortement accompagné le développement du capitalisme et les mutations économico-sociales je dirais presque dès le Xe siècle, hein, en fait, très tôt, très très tôt. Et donc, malgré les apparences, souvent, l'Église a un peu tordu ses fondamentaux ou pas, d'ailleurs, c'est une discussion. C'est un peu arrangé avec ses préceptes pour continuer d'exister, pour continuer d'avoir de l'influence et du pouvoir. Et donc, c'est accommodé de pas mal de choses, dont le développement du capitalisme. Alors après, je donne des exemples plus précis dans le bouquin. bien sûr. D'ailleurs, je fais remarquer que dès le 9e siècle, on trouve des traces d'un système capitaliste assez développé, hein, dans le clergé. Donc, c'était quand même, ça commence très tôt. Et c'est une des premières traces historiques d'un vrai système capitaliste, en fait, hein, tu vois. Donc, ça, c'est pareil, c'est les travaux de Werner Sombart. Après, plus précisément, je un peu sur le XIIIe siècle et la révolution commerçante italienne, qui est un peu vraiment, tu vois, c'est un peu le marqueur du développement. La révolution commerciale italienne, c'est un peu le marqueur du développement capitaliste européen. Et Ouais. c'est vrai qu'à l'époque, et donc Thomas d'Aquin, qui est un Italien d'ailleurs, hein, d'ailleurs tout ça c'est l'Italie parce que c'est la révolution commerciale italienne, beaucoup sur, tu vois, Venise, tu vois, l'Italie, les ports italiens, etc. Thomas d'Aquin, c'est un Lombard, et puis bah, tu as l'institution papale qui est basée à Rome, évidemment, et donc il se passe quelque chose à ce moment-là, et les théologiens de l'Église, bah, pour moi, vont accompagner le développement du capitalisme en tolérant, notamment, c'est ce que tu as lu, en tolérant les prêteurs à intérêt et en autorisant l'usure, et notamment en élaborant un concept qui est très important, qui est le concept du purgatoire. Parce que les gens, forcément,
ne savent pas forcément de quand date le purgatoire. Le purgatoire, l'invention du concept du purgatoire date du XIIIe siècle, période de développement économique et social capitaliste. Et quand tu comprends bien ce qu'est dans l'esprit des théologiens de l'époque, ce qu'est le purgatoire, l'idée de on va proposer une voie de salut aux chrétiens, même ceux qui commencent à faire du business. Tu vois, c'est quand même un peu ça. C'est un peu bon. Vous faites du business, mais rassurez-vous, vous n'irez pas en enfer. Vous allez passer par une étape. Vous allez passer par une étape qui va faire un peu mal, qui va faire un peu mal au cul, parce que bon, c'est quand même le purgatoire. Vous allez en chier un petit peu, mais c'est une étape transitoire. Tu vois. Vous passerez quelques siècles à vous faire piquer les fesses, et puis après vous pourrez aller au paradis. Tu vois. Et c'est un peu le côté c'est pas très beau d'être un banquier, c'est pas très beau d'être un marchand, mais ça peut passer. Tu vois, on peut se modifier le discours. On peut se débrouiller, tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Et donc voilà, je mets ça en avant. Je parle de Thomas d'Aquin, je dis voilà, ils se sont adaptés aussi à ce développement-là et à l'usure. Il faut le dire, ils se sont adaptés en termes institutionnels à l'usure. Et même si tu poursuis après les scolastiques qui viennent après Thomas d'Aquin et qui poursuivent son œuvre d'un point de vue dogmatique, on a tendance à considérer que voilà, c'est des mecs hyper rigides, c'est vraiment les dogmatiques des moines, machin. Bon, bah, quand tu t'intéresses vraiment à l'histoire des scolastiques et à leurs écrits, tu comprends qu'ils ne se sont pas opposés à la montée en puissance capitaliste. C'est pas vrai. En fait, ils ont essayé d'y trouver leur compte aussi. Et puis j'ai envie de dire, bah, maintenant, à quel prix, tu vois? C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'ont pas fourvoyé un peu leurs fondamentaux? Mais ça, c'est toute l'histoire de l'Église, tu vois. En fait, l'histoire de l'Église, elle est pleine d'ajustements. Elle est pleine d'ajustements à tout un tas de niveaux, et il y a notamment ces ajustements théologico-économiques qui font que c'est plus compliqué que de simplement considérer ah non, l'Église est anticapitaliste, tu vois, c'est pas le cas. Déjà, il faut revenir sur. Il y a des guerres au sein des chrétiens à cette époque-là, tu vois, les franciscains, les dominicains, c'est pas du tout les mêmes idéaux, tu vois. Rien, pas les mêmes approches. Après, il y en a qui sont décrétés hérétiques. Donc, c'est un vrai bordel, en fait. Ouais, la solution serait de retourner à un certain christianisme originel, mais bon, on en est loin. Après, c'est ce que je dis, c'est ce que je développe dans l'ouvrage, c'est que finalement cette dérive crématistique dans un premier temps, puis capitaliste dans un second temps de l'Église catholique et de l'institution papale, c'est aussi ça qui a mené au développement du protestantisme, quoi qu'on en pense. C'est aussi ça qui a mené aux guerres de religion. C'est parce que l'Église catholique a tellement frayé avec le capitalisme, je te dis, l'usure, etc., qu'au bout d'un moment, elle apparaissait corrompue, tu vois, elle apparaissait corrompue. Et c'est là qu'il faut lire le portrait de Martin Luther. C'est là qu'il faut comprendre ce que j'explique sur l'ouvrage de Max Weber sur la question, sur l'éthique du protestantisme et les origines du capitalisme. C'est quoi le titre déjà? C'est un ouvrage très connu. Attends, je l'ai sous les yeux là. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, voilà, du grand Max Weber. C'est un ouvrage très connu sur lequel je reviens et duquel je donne la vraie interprétation, parce que souvent on a une interprétation brouillée, un peu téléphone arabe. Il faut revenir à l'œuvre, et on se rend compte que pareil, c'est plus nuancé qu'on ne le croit, parce qu'il y a la distinction entre les luthériens et les calvinistes. Et c'est pas du tout la même chose. Et ce que je développe dans le portrait de Martin Luther, bon, je te la fais courte, c'est que lui justement, il est horrifié par ce qu'il découvre quand il va à Rome. Parce qu'en fait, Martin Luther, c'est un moine augustinien allemand, tu vois. Donc un ascète, tu vois, le mec, pour le coup, lui,
Toi, il doit avoir une toge, il doit avoir une seule toge, des chaussures avec enfin, des tongs, je sais pas comment on appelle ça, les sandales, tu vois. Il doit marcher pieds nus pendant toute la journée, il doit se faire mal, tu vois. Il vit dans une grotte, et puis un jour, il va en pèlerinage à Rome en pensant qu'il va, tu vois, il va voir la lumière, tu vois. Et Rome, c'est une ville infestée de putes, de brigands. Enfin, tu vois, c'est la zone absolue. Il se rend compte que, ouais, non, mais le truc, c'est ça, tu vois. Il se rend compte que bah, l'institution papale, il y a beaucoup de corruption. Alors là, je te passe les détails, c'est dans le livre aussi, mais tu vois, il y a le trafic des prébendes, il y a tout un tas de choses, tu vois, horrifiantes. Et lui, il est traumatisé, tu vois, et il rentre en Allemagne hyper vénère. Tu m'étonnes. Quelques années plus tard, il va lancer son mouvement, et son mouvement, donc, c'est le protestantisme luthérien. Et moi, ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'il y a une vraie dimension anticapitaliste dans le protestantisme luthérien. Okay. Voilà, ce protestantisme allemand qu'on a tendance à honnir un peu et à caricaturer en France, parce qu'on connaît mal, mais qui est tout autre chose que le protestantisme calviniste, qui lui, effectivement, est très, très compatible avec le capitalisme. Ok. Je vois qu'en plus quelqu'un demande le titre de ton livre. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, on est avec Pierre Debragge évidemment. On présente son livre ce soir, Dictionnaire de conscience révolutionnaire, sous-titré La fin de la culture bourgeoise. Ce sera justement ma prochaine question. J'aimerais qu'on revienne sur le sous-titre, La fin de la culture bourgeoise. Sous quelle forme tu vois cette fin de la culture bourgeoise? Est-ce que tu peux nous apporter une précision même sur ce sous-titre? Bah, donc le sous-titre, je l'ai mis sous la forme interrogative, hein, la fin de la culture bourgeoise, mais en vrai, j'explique dans le bouquin que la culture bourgeoise est morte, qu'elle est enterrée, qu'elle s'est fait remplacer par ce que j'appelle aujourd'hui la culture plutocratique, parce que la plutocratie, en termes de classe, a pris la place de la bourgeoisie, mais forcément en termes de culture, c'est pareil, la plutocratie produit sa propre culture, qui est une culture comment dire, industrielle, de formatage, voilà, et qui n'a rien à voir avec ce qu'était la culture bourgeoise à son époque. Et de mon point de vue, la culture bourgeoise a raté le coche de sa mutation. Donc, dans l'essai, je présente en effet d'un côté la grandeur de la culture bourgeoise. Donc là, je parle beaucoup de la figure de Pascal, tu vois, qui est pour moi, et puis du grand siècle français. Alors bon, tu peux citer La Fontaine, tu vois, il y a Molière, machin. Il y a plein de mecs qui sont finalement des représentants de la culture bourgeoise, mais qui ont porté la civilisation européenne à son paroxysme, tu vois. Je pense qu'on n'a même pas fait mieux dans l'histoire humaine, tu vois. On est sur des sommets. Ouais. Et au bout d'un moment, ça a commencé à dégénérer. En tout cas, en France, ça a commencé à dégénérer, à péricliter, parce qu'il y avait tout un tas de rapports de force que j'explicite dans le bouquin. Et là, c'est la question de l'affrontement entre les jansénistes et les jésuites, etc. Bon, bref. Et puis, finalement, la culture bourgeoise s'est déplacée de France en Allemagne. Et en Allemagne, elle a pris une autre forme, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec Hegel. Et avec Hegel, on a basculé dans autre chose. Hegel si tu veux, a explosé le plafond de verre de la culture bourgeoise et il a transcendé et a mis sur pied ce que j'appellerais moi la culture révolutionnaire, la culture socialiste révolutionnaire. Et à mon sens, si tu veux, la culture bourgeoise, à partir de ce moment-là, a continué d'exister, mais n'a fait que dégénérer. Et c'est tout mon chapitre, effectivement, sur la décadence de la culture bourgeoise. Et c'est là que j'incrimine, effectivement, les conservateurs, les réactionnaires, etc. Parce que oui, ok, il représente la culture bourgeoise au XIXe siècle, mais une culture qui est réactionnaire, à mon sens, n'est plus une culture vivante. Tu vois, et pour moi, la culture vivante, la pensée qui continue d'exister et d'être vivace,
eh ben, elle se déporte en Allemagne, elle se déporte dans la culture socialiste, dans la culture révolutionnaire. Et là, il faut se tourner vers Hegel, il faut se tourner vers Marx, vers la France avec les penseurs socialistes, avec Proudhon, avec Sorel, etc., qui continuent, eux, un travail de développement de la raison et de la conscience humaine, tu vois, que ne font plus les penseurs bourgeois. Et malheureusement, cette culture révolutionnaire dont je parle et que j'essaye de mettre en avant, elle a disparu aussi. C'est-à-dire que la culture bourgeoise a disparu, la culture révolutionnaire a disparu aussi, et maintenant, il reste la culture plutocratique d'un côté et ce que j'appellerais la culture populaire. C'est-à-dire que la culture révolutionnaire, elle a un peu dégénéré en culture populaire. C'est-à-dire que bon, ça existe encore, mais il n'y a plus du tout dimension politique, tu vois. Enfin, ça n'a plus du tout la même vigueur, ça n'a plus du tout la même force, ça n'a plus du tout la même puissance métaphysique. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de remettre un peu en avant les vrais fondamentaux pour essayer de régénérer un peu tout ça. J'essaye de régénérer, en fait, la vraie culture bourgeoise. Je m'adresse aux quelques bourgeois qui restent et je leur dis, bah voilà, regardez vos vrais fondamentaux. Peut-être plus ça que ça. C'est peut-être plus Pascal, Voltaire que Maurras ou Auguste Comte. Et au milieu populaire, je leur dis, bah, n'oubliez pas que vous venez aussi de la culture révolutionnaire. Voilà. Essayez de vous intéresser, de vous réintéresser à Proudhon, à Marx, à Sorel, etc. Parce qu'il y a vraiment des choses à prendre pour nous, vu l'avancée justement de la plutocratie, du capitalisme et de sa sous-culture, en fait. Sous-culture industrielle, éphémère. Je t'ai dit, c'est complètement de l'abrutissement, du formatage, ce que nous propose la culture de masse aujourd'hui, tu vois. C'est clair, oui. Bah justement, je voulais qu'on rebondisse en parlant de la bourgeoisie, tout ça, dans un chapitre nommé «Pour que les Français regardent la réalité en face». Donc c'est une introduction, c'est ce qui suit le dictionnaire. Page 145, tu dis «En termes de classe, les catégories ont muté ces dernières décennies. La bourgeoisie s'est mondialisée, la classe moyenne s'est prolétarisée et les prolétaires se sont tiers-mondisés». Alors justement, quel événement précis a provoqué ce changement de catégorie? Alors déjà, ça, c'est un bonus dans le bouquin, hein. En fait, Voilà, exactement. c'est un texte publié sur le site d'Égalité et Réconciliation en 2019, donc période post-Gilets jaunes, encore assez brûlante, où j'avais tenté de faire une grosse synthèse de la situation française. Bien de le remettre à la fin du bouquin en bonus parce que ça faisait une mise en perspective un peu plus actuelle. Mais en 2023, c'est toujours pertinent, mais voilà, c'est écrit en 2019. Donc, par rapport à ta question, j'ai pas de date précise de basculement parce que tout l'objet de mon bouquin déjà, c'est de mettre en avant le fait que je ne veux pas penser, et je pense qu'il faut arrêter de penser en termes linéaires et en termes Ouais, binaires de avant c'était bien, maintenant c'était mieux avant. ouais, ouais. Il y a eu jusqu'à 1789 c'était génial, et puis tu vois, en fait, Ouais, tout le ouais. monde a son avis. Hmm. Alors, il y a ceux qui pensent que c'était génial jusqu'à Mitterrand, qui pensent que c'était génial jusqu'à 1900, jusqu'à mai 68. Il y a ceux qui pensent que c'était génial jusqu'à 1945. Il y a ceux qui pensent que c'était génial jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a ceux qui pensent que c'était génial jusqu'à Waterloo. Et puis, tu vois, et puis il y a Ouais. ceux qui pensent que depuis 1789, c'est de la merde, tu vois, depuis la Révolution, c'est de la merde. Et moi, je ne pense pas du tout comme ça. Et j'essaie juste de mettre en avant des rapports de force. Et après, tu peux remonter. Il y a encore ceux qui pensent que c'était mieux avant le néolithique. Donc ça, c'est les marxiens cousiniens. Et donc moi, j'essaye juste de mettre en évidence des rapports de force, des moments décisifs à travers des courants de pensée, mais qui s'imbriquent les uns les autres et qui sont jamais définitifs. Et l'un alimente l'autre, tu vois. Donc c'est ce que je dis, c'est de la culture bourgeoise. Et ben, à un moment, elle a fait un choix entre Pascal et Descartes. Et elle a d'abord choisi Pascal, et puis le rapport de force s'est inversé, et puis parce que Pascal et tout ce qu'il proposait, tout ce qu'il charriait, si tu veux, était un peu trop austère, un peu trop exigeant, un peu trop dur.
Et ben, ils ont préféré prendre Descartes, qui c'était un peu plus cool. Tu vois, c'était une vision du monde un peu plus confortable. Et puis après, ils ont eu à choisir entre Voltaire et Rousseau, tu vois. Et puis, bon, ils ont fait croire qu'ils ont pris Rousseau, ils ont fait croire qu'ils s'intéressaient à Voltaire, et puis finalement, ils ont suivi ni l'un ni l'autre, et puis tu vois. Et puis à un moment, ils ont dû faire un choix entre Marx et Proudhon, et puis ils ont préféré prendre Marx parce que c'était peut-être un ennemi plus facile à manœuvrer quelque part que Proudhon, qui était plus complexe. Enfin, il y a tout un tas de choix comme ça qui se sont posés à la culture française, européenne. Et c'est ça que j'essaye de mettre en évidence. Donc là, par rapport à ta question, c'est pareil, je ne peux pas dire il y a un moment de bascule précis, mais quand on réfléchit en termes de métamorphose de la lutte des classes, puisque c'était un peu ça le sens de ta question, bah oui, on sait qu'il y a un tournant libéral dans les années 80, on le sait. Et puis, je pense, moi modestement, je pense qu'il y a un vrai tournant néolibéral ultra contemporain avec Sarkozy. Tu vois. Je pense qu'il y a un vrai basculement. Je pense qu'il y a un vrai basculement à ce moment-là. Et enfin, parmi d'autres, tu vois, mais c'est un marqueur. Tu vois, 2007, Sarkozy, je pense que c'est un marqueur. Et puis voilà, il y en a plein d'autres détournants. Tu vois, Macron, 2017, on pourrait considérer, oui, c'est juste la suite d'eux. Ouais, mais c'est la suite, mais c'est encore un cran au-dessus, tu vois, c'est encore un étage supérieur. Ok. Et ben écoute, on va passer à la dernière question. C'était un peu en rapport aussi avec le titre, c'est par rapport à la conscience révolutionnaire. Mais alors, est-ce qu'on peut parler même d'un instinct révolutionnaire qui approche ou qui approcherait dans les temps à venir? Est-ce que toi, tu vois même une révolution peut-être venir ou sous quelle forme ou est-ce que tu penses que c'est vraiment très lointain et voire que ça n'existera pas? Alors le titre du bouquin est un peu pompeux de ce point de vue-là. C'est vrai que la Ouais, conscience voilà. On en avait révolutionnaire, parlé au tu sais début que du live. ah ouais, les mecs bon, je me prends pas pour Che Guevara, c'est simplement quand je dis révolutionnaire, j'essaye de mettre en avant une grille de lecture, je te dis, socialiste, hérité de penseurs qu'on pouvait qualifier de révolutionnaires, donc c'est-à-dire Proudhon, Sorel, Édouard Berthe, Sorel et Berthe qui étaient les représentants du syndicalisme révolutionnaire, qui est un courant socialiste qui a véritablement existé et pesé, tu vois, dans l'histoire française. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que je me suis saisi du terme révolutionnaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, comment dire, qui me tient à cœur dans le sens où pour moi ça charrie la question sociale. Tu vois, c'est quand moi tu me dis pensée révolutionnaire, et ben je pense à quand les mecs s'interrogent aussi sur les fondamentaux de l'organisation économique et sociale qui me paraissent moi prédominants. Ça ne veut pas dire que je vais mettre de côté tous les autres paramètres, tu vois, dans l'équation, mais je trouve que c'est important de remettre en avant cette grille de lecture. Et donc, ouais, alors une révolution là en France en 2023, de manière très prosaïque. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le système macronien est ultra verrouillé, mais en même temps est lancé dans une dynamique autoritaire, quasi totalitaire, presque inarrêtable, qui pourrait effectivement lui coûter sa perte, tu vois, qui pourrait le faire chuter. En termes très concrets, je pense que la France est ingouvernable. On l'a vu avec la réforme des retraites. Le Parlement, je veux dire, le Parlement est complètement caduc, tu vois. Donc on est vraiment dans un système de cinquième démocratie, de cinquième république autoritaire où la tête, l'élite de la Macronie gère tout d'une main de maître et passe en force, tu vois, le 49-3, les manifs, les flics, la brave M, tu vois, c'était quand même ça pendant on a oublié tous ces trucs, tu vois, mais c'était comme ça pendant les manifestations sur les retraites, tu vois. Qu'est-ce que la brave M? C'est Macron qui envoie ses brigades de soldats de
mec tout en noir, tu En vois, qui moto, arrive et ouais. qui défonce tout le monde. Tu vois, Putain. ouais, en moto, ils arrivent, ils ont feu vert pour dégommer tout ce qui bouge. Et c'est ça l'ambiance en France. Et Macron, la réforme des retraites pour lui, c'était la mère des batailles. C'est-à-dire, il a encore au moins 4 autres grandes réformes à passer. Normalement, hein, selon l'agenda de la commission Attali, etc. Tu vois, donc là, il a passé la réforme des retraites, mais il a encore la réforme des hôpitaux publics, la réforme de la SNCF, euh, l'assurance chômage. Enfin, tu vois, il a des grosses réformes encore à passer. Il, le débat démocratique parlementaire est complètement explosé. Il ne pourra rien passer, sauf à passer en force à chaque fois, à multiplier les 49-3. Donc à chaque fois, ça va être des manifs, de la brave M, du matraquage, et ça pète. Et tu vois, et ça explose en France maintenant de plus en plus régulièrement. Tu vois, les émeutes, les machins, il y a toujours un truc, ça part toujours en couille. Donc je me dis, est-ce qu'ils peuvent tenir encore pendant 4 ans avec cette gestion ultra autoritaire? Et je pense que oui. Je pense que oui. Mais donc, ils vont être obligés de basculer dans un état policier total, tu vois. Ouais, Que ouais. la Macronie, d'ici 4-5 ans, ça sera un état policier total, a priori. Et ça, je me demande si cet état policier peut tenir encore jusqu'en 2027, tu vois. Et ça, c'est la question que j'ai en tête. Et je me dis, bon, vu le contexte international, en fait, ça va dépendre de ce qui se passe à l'international aussi, tu vois. Si la Russie avance, si ça commence à être la merde avec les armées de l'OTAN, tu vois, ça commence vraiment à être la merde au niveau géopolitique, au niveau militaire pour Macron, justement. Faut pas oublier la crise sociale en France qui est énorme, tu vois, l'inflation, tu vas faire les courses, tu fais un crédit maintenant, tu vois, tu mets le plein dans. Non, mais c'est ça, tu mets le C'est vrai. plein, tu mets le plein dans ta bagnole, enfin, tu mets ton sang en fait maintenant. Tu roules avec ton sang. Et ça va empirer. Alors je me dis, bon, crise géopolitique, crise internationale, crise géopolitique, crise sociale, tu vois, l'inflation, machin. Tu rajoutes à ça dérive autoritaire maximale au niveau politique. Est-ce que ça peut pas exploser au bout d'un moment? Après, il faut quand même considérer que la Macronie est très très forte en termes d'ingénierie. Ils ont hyper verrouillé le système et ils sont capables de baiser tout le monde comme ils l'ont fait depuis 2017, en arrosant un peu à droite à gauche, en mettant des coups de matraque, voilà, pareil, à droite à gauche, et puis en créant des fausses histoires, parce que tu vois, je repensais à toutes ces polémiques à deux balles, la Baïa, tu vois, on a Ouais. déjà oublié, mais il y avait la polémique. Non, mais tu vois, il y avait la C'est polémique sur vrai. la Baïa. Là, en ce moment, c'est la polémique. Bon, il y a des terroristes islamistes partout en France. Tu vois, c'est des djihadistes du Hamas qui nous envahissent et machin. Bon, toutes les problématiques identitaires qu'on voit qui sont mises en avant de manière perverse par la Macronie. Et je pense en partie, je dis pas que ça n'existe pas, hein, les problématiques identitaires, etc. Tu vois, la délinquance, l'immigration, Ouais. évidemment. Mais je pense que la Macronie, il trouve un intérêt non négligeable en termes de gestion des pôles et en termes de division, tu vois, entre d'un côté les racistes, les antiracistes, les Zémouriens, LFI c'est des woke, tu vois, il y a tous ces trucs pour foutre la merde dans l'électorat populaire. Et ça, je pense que la Macronie, elle s'en frotte les mains, tu vois. Donc il est possible qu'encore pendant X temps, ils nous sortent du regardez, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'est plus gérable, il faut mettre des flics partout, parce qu'au final, c'est toujours, de toute façon, la seule solution, c'est de mettre des flics partout. Ça arrange bien la Macronie de foutre des flics partout. Ou des caméras, ouais, même pour les JO, les Des spots JO. caméras, tu vois. Et ça, c'est la question des JO, tu vois. C'est la question des JO, c'est la question de la société de surveillance. Ça va être le bon prétexte aussi pour ficher tout le monde. C'est clair. En veux-tu, en voilà. Et bon, je te dis, cette gestion,
Je sais pas, hein, jusqu'à quand, hein, moi, je vois bien l'état policier macronien. Ouais. Je vois bien presque je te dis, le coup d'État macronien, tu vois, jusqu'au bout, tu vois. Mais après ça, est-ce que quand il y aura une sorte de guerre civile en France, parce que en fait, c'est ça le fil après, hein. Après, c'est la guerre civile, tu vois. C'est des flics partout qui tapent dès qu'il y a un manifestant il sera qualifié de terroriste. Tu vois, il y aura tous les amalgames possibles et tu sortiras dans la rue pour défendre ton droit social et tu seras qualifié de terroriste du Hamas, de je sais pas quoi. Et les flics arriveront, ils te pèteront les deux jambes. Et donc il y aura un climat de guerre civile, en plus, avec, je t'ai dit, avec la montée des colères identitaires et machin et trucs. Bon, là, je fais un tableau un peu apocalyptique. Et je me dis, quand on sera arrivé à ça, est-ce que c'est pas là que ça va exploser pour le gouvernement, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est pas très C'est pas très révolutionnaire dans le positif. sens. Non, mais c'est pas très révolutionnaire dans le sens où je vois pas quelqu'un prendre la tête Ouais. d'un mouvement, tu vois, euh, pour comment dire, la défense de la classe ouvrière l'année en 2023, tu vois, pour schématiser, pour caricaturer. Mais bon, ça peut être une période où il se passe des trucs, quoi. Ça peut être une période de mouvement, quoi. Donc il y aura peut-être des brèches à exploiter pour des gens comme nous, peut-être, hein. Ok, ok. Bah, c'est vrai que c'est pas très positif, mais bon, aussi, c'est le. En fait, j'ai l'impression que tu es dans un certain réalisme, mais ça fait plaisir aussi. Tu nous vends pas, tu nous survends pas quelque chose de un espoir ou un homme providentiel ou quoi que ce soit. Toi, tu dis non, c'est la réalité. Avant c'était de la merde, aujourd'hui c'est de la merde, demain ce sera toujours de la merde, mais au moins voilà, tu mets les pieds dans le plat et j'aime bien moi. Je sais pas si j'ai Alors, raison, si tu me. je dis pas qu'avant c'était de la merde, machin. Je te dis, à chaque fois, j'essaye d'apporter de Ouais, la nuance, mais oui, j'essaye d'être réaliste, ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est un compliment en fait, parce que le réalisme, pour moi, ça s'oppose au romantisme, tu vois. c'est ça. Et moi, enfin, je dirais pas que je déteste, mais je suis pas du tout client du romantisme à tout point de vue, quoi. Ok, Pierre n'est pas un romantique. On notera ça. Alors, je suis pas très romantique et le réalisme en termes de courant de pensée, ça existe, hein. D'ailleurs, Proudhon, c'est un grand réaliste. Tu vois. Ça existe Ok. aussi en peinture, en littérature. Tu vois. Balzac, tu vois. Euh, et un peintre qui était fan de Proudhon. Je m'y connais pas bien en peinture, mais je connais ça parce que je connais Proudhon. C'est Gustave Courbet. Gustave Ouais, Courbet, c'est un peu le pape du réalisme en peinture, tu vois. c'est ça. Et voilà, ça c'est des choses qui me parlent, plus qu'autre chose. Eh ben, on a fini pour mes questions. Je propose qu'on passe peut-être aux questions du chat, s'ils en ont deux, trois. Si tu as un petit peu de temps, voilà, on prend un peu de questions de la plèbe. Et puis après, on Vas-y. terminera sur ça. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une très bonne émission. Donc, les amis, balancez toutes vos questions. Moi, je vous remets le petit lien du livre. Hop, ici, que je vous remets, que je vous re-épingle. 20 minutes, voilà, c'est parfait. Stock. Si vous voulez vous choper le livre, voilà, ça soutient la véritable résistance, ça soutient aussi Pierre de Brague dans son combat. Ça fait toujours plaisir. Alors, on voit un commentaire de VK. Bon, je n'arrive pas à lire ton pseudo. Rousseau ou Voltaire? Voltaire. Ok, une raison particulière? Bah, j'ai longtemps, ouais, après, il faut lire les portraits. Ouais. Et j'ai longtemps été Team Rousseau, Ouais. en fait. Et j'ai redécouvert Voltaire. Et quand je le mets en perspective d'un point de vue épistémologique, ce que je fais dans le bouquin, je trouve qu'il représente bien justement la grandeur de la culture bourgeoise. Et c'est peut-être d'ailleurs l'un des derniers, hein, c'est peut-être l'un des derniers Français à incarner ce que la culture bourgeoise a produit de mieux dans l'histoire. Voilà. Et Rousseau maintenant, euh, je le trouve un peu trop idéaliste. Hum. Trouve un peu trop idéaliste et voilà, c'était ma sensibilité première, mais plus on va dire que plus je vieillis, plus je me tourne vers ce, Je ce vois. grand Français.
qui était Voltaire, qui a beaucoup de qualités et qui mérite d'être redécouvert. Alors, on a une autre question. Pierre a parlé du choix Descartes, Pascal, Voltaire, Rousseau. Quel est ou quels sont les choix de notre époque? C'est vrai? À notre époque, qu'est-ce que tu recommandes? Bah, je recommande rien, mais il n'y a plus de. BHL? Meilleur Habib? Non, mais comme je le dis, la culture bourgeoise, enfin, on va dire presque la culture. La culture maintenant, c'est soit d'un côté les produits, vraiment, tu vois, au sens de consommation, les produits de consommation de la culture plutocratique. C'est-à-dire que même au niveau des penseurs, en fait, il n'y a plus vraiment de penseurs, mais si tu veux t'échiner à chercher des penseurs dans les années 2000, 2010, 2020 qui valent le coup, bah, tu vas pas en trouver, et ceux que tu vas trouver, bah, tu vas creuser et tu vas te rendre compte que voilà, ce sont uniquement des émissaires de cette culture surcapitaliste. Donc, tu vois, c'est des. J'en cite quelques-uns très vite fait dans le bouquin, tu vois, Chomsky, Fukuyama, tu vois, c'est Ouais. tous les mecs euh, Huntington, machin. Et en fait, quand tu creuses ces mecs-là, bah, tu te rends compte qu'ils sont liés directement, tu vois, ils sont liés directement au complexe militaro-industriel américain. Enfin, je veux dire, les mecs, c'est des envoyés, tu vois, il n'y a plus véritablement de pensée. Donc, on peut même plus vraiment faire cet affrontement, tu vois. Après, tu peux me dire Zemmour, mais moi, je vais dire, c'est pas un penseur, tu vois, c'est rien, c'est un chroniqueur journaliste. On peut pas mettre ça dans la même catégorie, en fait, tu vois, tous les mecs qui sont dans mon bouquin, enfin dans mon bouquin, dans le dictionnaire, là, modestement, il y a une vision du monde. À chaque Ouais. fois, tu vois, et moi, on pourrait penser que j'en attaque certains, mais même les mecs que je vilipende un peu, tu vois, même les postmodernes et je sais pas quoi, et je peux pas me les payer facilement. Même si je le fais, tu vois, à ma mesure. Et je peux dire que même le dernier des postmodernes machin, c'est plus compliqué que ça en a Ouais. l'air, tu vois. Ouais. Tu peux pas juste balayer en disant non, c'est un tocard, il a rien compris. Et, va lire un peu et tu te diras putain, c'est pas si simple, tu vois. Donc moi j'essaie justement des armes pour décrypter un peu éviter un peu les pièges. Mais y avait encore des vrais penseurs, tu vois. Mais là, dans la période actuelle, tu vois, Michel Onfray, tu vois, c'est. Il y en a un qui l'a dit dans le chat en Tu vois, plus. non, mais tu vois, y a rien, tu vois, il y a rien. Et après, bah, moi, évidemment, hein, je vais faire ma promo, mais quand j'ai rejoint Égalité et Réconciliation, parce qu'Alain Soral, c'était un peu un ovni dans ce monde-là, tu vois. C'était un Ouais. mec qui arrivait et qui véhiculait justement une grille de lecture qui venait un peu du monde d'avant, pour le coup, tu vois, des années 60, 70, 80, des mecs qui pensent encore, les Kluskar, les machins, tu vois. Il est arrivé Soral, il est arrivé dans les années 2000, bon, même s'il commence avant, et il arrive dans les années 2000 avec ce bagage-là, tu vois. Et là, ça te pousse à te repencher sur ces vrais penseurs-là, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai rallié ER aussi, tu vois. Ok, ok. Alors, quels sont ces livres classiques? Est-ce que tu as des livres que tu pourrais recommander au chat peut-être? On m'avait posé ça, on m'avait posé cette question et je sais plus ce que j'avais répondu. Je crois que j'avais répondu Ah bah, il y a dictionnaire ton philosophique. entretien sous la tente, il me semble, aussi. Non, 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 j'étais passé dans l'émission de quelqu'un qu'on peut pas citer parce que c'était à titre privé, mais bon, bref, que tu Ok. connais. Et je crois qu'il m'avait posé cette question, 3 livres à la fin, alors je crois que j'avais cité Dictionnaire philosophique de Voltaire, justement. Ok. Euh, et putain, qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Bon, bref, mais ouais, alors Otto qu'est-ce Willinger que. peut-être? Ouais, c'est vrai, ça que c'est caractère, chez Contre-Culture, effectivement. Bah, à la fin de mon bouquin, j'ai Ouais. un pour aller plus loin, où je cite les auteurs voilà, qui m'ont Ah oui, ouais. influencé, donc je vais Kluskar, les ouais. reciter. Ouais, 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 voilà, quoi. Ça, Sorel, ouais, ouais. ouais, Proudhon. c'est un peu les bases. Ok, ok. On a une autre question. On a pas mal de questions, ça fait vraiment plaisir, hein, chers amis. Alors, il y en a un qui dit une question intéressante. Ne faut-il pas déjà avoir des connaissances pour biter quelque chose à son bouquin? Bon, biter, bizarre le mot, mais en gros pour comprendre à son bouquin. Qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce qu'il faut avoir un bagage quand même assez philosophique, révolutionnaire, ou alors un débutant qui scrolle sur TikTok, il peut se lancer dans du De Brague? Alors, comme je le disais au début, c'est pensé justement pour entre guillemets, pour les débutants, pour les jeunes. Mais si vous avez un bagage, c'est clair que c'est mieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, il y a quand même il y a des notions. Alors, comme je l'ai précisé dans ma vidéo de promotion du bouquin, ce n'est pas un ouvrage de philosophie qui parle des philosophes, mais d'un point de vue politique. Donc, ce n'est pas un ouvrage où vous allez, je te dis, vous n'allez pas réviser le bac. C'est pas comment réviser le bac philo, tu vois. Même si ça peut, d'ailleurs, ça peut peut-être aider, ça peut aider, mais c'est pas du tout l'objet. Donc, c'est-à-dire que je peux manier des concepts philosophiques qui appartiennent à différents, le matérialisme dialectique de Engels, l'impératif catégorique de Kant, tous ces trucs, tu vois. Mais si tu veux, l'idée, c'est pas d'avoir un avis définitif d'un point de vue philosophique sur la pensée de chaque auteur. C'est plutôt que penser politiquement le penseur et surtout par rapport à la grille de lecture dont je parle, c'est-à-dire l'avancée, le développement du capitalisme et sa prise de pouvoir sur les esprits. Donc, pour répondre plus concrètement, tu peux faire sans, c'est mieux avec, mais ça peut servir de port d'entrée. Moi, je pense que tu vas lire un portrait, tu vas peut-être pas tout piger sur certains concepts, même si j'essaye de tout expliciter et j'essaye d'être très clair, tu vois, j'essaye d'être très pédagogique, mais ça va peut-être te donner envie justement de creuser, tu vois, tu vas peut-être te dire, tiens, pourquoi pas, je sais pas là, je te dis Schopenhauer, un machin, bah tiens, pourquoi j'irais pas lire son bouquin, tu vois. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, on fait une dernière question qui revient beaucoup dans le chat. Il pense quoi d'un François Bégodeau, qui est un penseur un petit peu actuel, assez à la mode, du côté gauche? Ouais. Ouais, bah, c'est une bonne question. Moi, c'est vrai que j'arrive avec ce bouquin, grille de lecture pour schématiser de gauche, mais qui n'est pas de gauche, comment dire, visible, parce que la gauche visible sur Internet en ce moment, c'est vrai que c'est Bégodeau, ou alors c'est Francis Cousin pour les plus intellos. D'ailleurs, leur vision n'est pas si éloignée que ça, de ça, enfin que ça l'une de l'autre. Tu as les pensées gauchos, wokistes, machin, mais c'est encore, tu vois, c'est encore. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de figure d'intellectuel qui les porte. C'est encore à mettre en perspective. Mais donc oui, moi j'arrive pour faire de la concurrence à Bégodeau et pour le ringardiser un peu, tu vois, pour le ringardiser un peu, parce que à mon sens, oui, il fait du socialisme féminisant abstrait, tu vois. Donc c'est bien marrant, mais moi je prétends remettre en avant du réalisme justement et du concret, quoi. Ok. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie parce que vous avez posé de très bonnes questions. De très bonnes. Il y en a encore d'autres, mais bon, on va pas en faire 15 000 non plus. Donc, je vous remets encore le lien du livre. Voilà, si vous voulez vous choper le bouquin, vous le prenez. Alors, il y a une question qui dit combien de temps il a mis pour l'écrire. C'est plusieurs années, c'est ça? Parce que tu dis que c'est plusieurs années de réflexion, d'écriture, de récupération. De souffrance. Ouais, non, mais j'ai beaucoup souffert, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je demande réparation d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est beaucoup de souffrance d'écrire un bouquin. Ouais. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices, en termes de temps, d'organisation. Donc bon, moi je passe les détails, hein, c'est juste pour expliquer. Mais concrètement, donc c'est le fruit d'une réflexion de presque 20 ans, ça c'est sûr. C'est le fruit d'une réflexion de presque 20 ans que j'ai étayée ces dernières années, notamment au sein d'Égalité et Réconciliation, en donnant des cours au sein de l'université ER. Pendant 2 ans de suite, j'ai donné ce qu'on appelait des formations, des séminaires de formation sur la pensée révolutionnaire, la culture bourgeoise, etc. Donc pour être efficace pendant ces cours, j'ai beaucoup préparé. Je préparais justement
des portraits, des trucs comme ça. Enfin, ça n'a pas exactement encore cette forme-là, tu vois, mais j'avais énormément de notes. Ouais. Et je me suis dit, bon, là j'ai énormément de notes, je suis arrivé un peu au bout de ma réflexion, il faut que j'arrive à synthétiser ça. Et puis j'arrivais pas forcément à avoir le déclic sur la forme. Tu vois, c'est quand tu écris un bouquin, tu peux avoir les idées en tête, tu peux avoir la matière. Tu vois, moi j'avais des tonnes et des tonnes de notes, tu vois, de trucs entassés depuis des années. J'avais commencé à écrire, à rédiger, mais je n'étais pas satisfait, je savais pas comment. Ouais. Tu vois, tu te prends la tête. Tu vois, par exemple, l'essai là qui précède le dictionnaire, qui est la fin de la culture bourgeoise, à la base, ça devait être le bouquin en entier, tu vois. Mais il aurait fallu que je réussisse à en faire 200 pages, tu vois. Et je me prenais la tête, je faisais des parties, des sous-parties, des machins, et je me disais, putain, ça va pas être clair. Je voulais toujours faire un truc simple, pédagogique, simple d'accès, tu vois. Et puis un jour, j'ai eu le déclic. D'ailleurs, je crois que c'est le 31 décembre ou le 1er janvier. Je sais plus si c'est le 31 décembre ou le 1er janvier, tu vois, de là, 2022, 2020, enfin 2023, là. Enfin, 31 décembre 2022, 1er janvier 2023. J'étais dans mon lit et j'ai déclic, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je vais couper en deux, je vais faire des petits portraits, je vais aller droit au but, blablabla. Bla, 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 et là, j'ai commencé, c'est bon. Donc, à partir du 1er janvier 2023 jusqu'à début août, là, j'ai passé beaucoup de temps à écrire, à synthétiser, à reformuler, etc., pour être le plus limpide possible. Et je m'y suis vraiment mis de manière très intense, on va dire, à partir du mois de mars. Donc en gros, de mars à août, j'ai pratiquement fait que ça, tu vois. J'ai réussi à m'organiser avec le travail. Bon, je continuais à faire pas mal de choses avec ER et tout, mais dès que j'avais un peu de temps, je faisais que bosser, bosser, bosser et écrire, tu vois. Et à la fin, ça donne un ouvrage qui est pas, tu vois, qui fait pas 3000 pages. Ouais, c'est clair. Mais ça m'a demandé beaucoup de. En fait, tu vois, écrire simplement, lisiblement et de manière très simple, prendre le plus de travail, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que sinon, tu te laisses aller, tu pisses de la copie, tu te relis pas et tout. Et moi, je te dis, chaque portrait, chaque mot est pesé, c'est Ouais, ça se voit, entre ouais. guillemets. Mais c'est un peu millimétré. J'essaye vraiment de pas dire de conneries, tu vois. Donc, toutes les informations sont vérifiées. Enfin, tu vois, j'ai essayé d'être ultra carré, quoi. Donc, ça m'a demandé voilà, plusieurs mois de travail acharné. Eh ben bravo, on félicite Pierre dans le chat. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre, sur tes réseaux sociaux? Tu as Twitter, c'est ça? Ouais, donc je suis actif là depuis quelques temps du bouquin sur X Twitter. Donc je commence à être vraiment de plus en plus présent. Après, évidemment sur ER, sur Contre-Culture, bah voilà, mes vidéos, enfin évidemment, hein, sont produites par ER et Contre-Culture. Des conférences à venir peut-être? Ouais, je vais t'en faire la promo. Après, pour les réseaux sociaux, bah, à l'époque, je me suis de Facebook, donc je ne serai plus jamais sur Facebook, a priori. À part si Elon Musk rachète à Zuckerberg, peut-être. Ouais. Je ne serais pas, a priori, comme Instagram appartient à Facebook, Meta. Exact. A priori, je serais pas sur Instagram. Enfin, j'ai pas essayé depuis, mais à l'époque, on s'était fait virer. Je m'étais fait virer aussi. Sur quel réseau social je pourrais TikTok. être voilà, et ben, TikTok, comme je fais des petits shorts, on commence à balancer des shorts sur TikTok. Oh, super. Et voilà, et puis si ça prend les vidéos, les shorts, les machins, peut-être qu'on lancera une chaîne YouTube, si j'arrive à ne pas me faire virer de YouTube. Bien. On verra, pour un peu tout répertorier, essayer d'être présent. Et puis après, bah, j'irai là où on m'invite. Donc tu as bien voulu m'inviter ce soir, je t'en remercie. J'ai quelques autres invitations là qui arrivent. Ah, c'est cool. Voilà, donc on va me voir sur quelques médias voilà, de la sphère. Et puis on verra si je reçois d'autres invitations. Et puis ouais, je serai en conférence donc dans une semaine à Paris, le 9 décembre, samedi 9 décembre à Paris Intramuros. Conférence voilà, pour la sortie du bouquin. Et après, je serai très certainement en conférence à Lyon en janvier.
Et après, tout au long de l'année 2024, les dates ne sont pas encore hyper fixées, mais potentiellement à Lille en février et puis d'autres dates.